Salut, c'est Antoine, comme tu peux le voir, je suis de retour chez moi à Vincennes. J'ai reçu beaucoup de questions et dans cette vidéo, je vais y répondre pour toi. Salut Antoine, je me présente, je m'appelle Mamax, je suis en pleine période de bac et juste après j'aimerais lancer mon activité sur internet. Et j'aimerais savoir si il est possible de mélanger un milieu artistique avec tout le côté digital nomade. Sachant que je suis danseur, lorsque je donne des cours de danse, c'est la relation entre danseurs que j'aime. Est-ce que tu penses qu'il est possible de mélanger ça avec tout ce qui est digital nomade? Merci de ta réponse et surtout restez libre. Alors tu dis un truc intéressant, c'est que tu es danseur, tu donnes des cours de danse, donc déjà le fait de pouvoir donner des cours aux gens, donc leur apporter de la valeur, c'est compatible avec un boulot où tu vends des formations comme moi. Mais tu dis que pour toi, ce qui est important, c'est la relation avec les gens et je comprends très bien. Et donc là, il va falloir faire un choix. Parce que forcément, si tu donnes des cours particuliers ou des cours en groupe à des gens, tu as besoin d'une présence physique. Donc tu peux pas faire ça avec une même liberté, une même flexibilité que tu le ferais en étant 100% digital nomade, c'est-à-dire en ayant la possibilité de travailler vraiment n'importe où dans le monde. Mais après, c'est une question de choix, c'est une question de priorité. Et moi, je dis pas qu'être digital nomade, c'est le meilleur truc au monde. Je dis que moi, c'est ce qui me convient à moi. Mais voilà, je peux pas forcément faire des groupes de travail, je peux pas faire du one-to-one avec les gens parce que j'ai envie d'avoir cette liberté qui consiste à pouvoir voyager et être où je veux quand je veux. Mais c'est un choix et je pourrais très bien faire le choix de rester à Paris par exemple et de faire du consulting ou de donner des cours particuliers à des gens. Mais j'ai fait le choix de pouvoir créer du contenu et de pouvoir vendre des formations qui ne sont pas en présentiel pour avoir cette possibilité de voyager. Et je pense que c'est à toi de faire le choix. Est-ce que tu préfères donner des cours en présentiel? Et dans ce cas, c'est pas compatible avec le mode de vie digital nomade, même si tu peux faire ça dans plusieurs pays, dans plusieurs villes dans le monde. Ou est-ce que pour toi, le fait d'être digital nomade est plus important que ça? Et dans ce cas, tu te diriges vers un business model, davantage tourné vers la vente de formation, ou en tout cas vers quelque chose que tu peux faire à distance. Donc c'est à toi de voir quelles sont tes priorités. Il n'y a pas un truc qui est mieux que l'autre, c'est toi qui sais ce qui est mieux pour toi. Salut Antoine, nous c'est la famille Licoste et notre projet en fait c'est de partir faire le tour du monde en caravane avec nos deux enfants, donc en famille. Et on a démarré donc en fait notre chaîne YouTube et notre page Facebook il y a un petit peu plus d'un mois et on aurait une question pour toi. Alors la question c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut privilégier, YouTube ou Facebook? Qu'est-ce qui est le meilleur pour toi? Alors est-ce que tu penses qu'il faut privilégier YouTube et peut-être envoyer les gens un peu comme fait Casey Neistat par exemple? On voit qu'il ne publie jamais ou très rarement des vidéos sur Facebook. Qu'est-ce qu'il y a mieux? Est-ce que tu as déjà étudié la question? Voilà pour notre question et surtout le plus important, reste libre. Salut la famille Coste, continuez ce que vous faites, votre défi il est génial. Je t'invite à aller voir ce qu'ils font dans la description. Facebook ou YouTube, c'est la grande question. Je pense que Facebook et YouTube ne sont pas concurrents en fait. J'ai pas mal réfléchi là-dessus ces dernières semaines et comme tu peux le voir, je teste un peu des trucs nouveaux sur Facebook et notamment j'ai arrêté un petit peu de reposter mes vidéos 10 minutes sur Facebook parce que je pense que ça n'a pas de sens. YouTube, c'est vraiment aujourd'hui un canal mainstream, c'est pour ça qu'il y a moins d'innovation sur YouTube que sur Facebook. C'est un canal qui est vraiment où les gens passent plus de temps dessus. C'est-à-dire que la session moyenne sur YouTube est de 40 minutes, ce qui est énorme. La session moyenne sur Facebook est beaucoup plus courte. Facebook, on y va davantage sur le mobile quand on attend, par exemple, dans une file d'attente ou n'importe où. Mais on va pas se faire des sessions Facebook comme on se fait des sessions YouTube. Donc je pense que YouTube, c'est vraiment bon pour le format long. Donc si tu fais un format quotidien, un vlog, quelque chose vraiment où ton but c'est de nouer une relation à long terme avec ton audience et où tu vas privilégier le format peut-être un peu plus long, peut-être 5, 10, 15, 20 minutes, YouTube c'est parfait. Donc moi, mes vidéos, je continue à les faire sur YouTube et ça me permet de prendre un peu plus mon temps. Et à côté, Facebook, c'est vraiment bon pour le micro-contenu et pour le contenu qui va devenir viral. Moi, je connais aucune vidéo sur Facebook qui est devenue virale, qui a fait des millions de vues et qui dure 10 minutes. Ça n'existe pas. C'est que des vidéos très courtes. Donc je pense que Facebook n'est pas sur le même terrain de jeu que YouTube. Et Facebook, c'est vraiment bien pour faire du format très court, du format partageable, du format qui peut toucher beaucoup de monde, qui peut être partagé, qui peut être essayer peut-être de faire des petites vidéos qui peuvent devenir virales, donc très courtes avec un message fort. Je sais pas si tu as vu, mais ces derniers jours, j'ai essayé de le faire en faisant justement des petits extraits, en mettant des petits extraits de 1 minute seulement de mes vidéos au moment le plus fort de la vidéo et en faisant un lien vers ma chaîne YouTube, ce qui me permet d'avoir plus de vues sur YouTube et donc d'améliorer mon référencement. Facebook, c'est aussi très bien pour faire des appels à l'action courts et pour communiquer avec ton audience. Par exemple, si un jour tu peux pas faire une vidéo ou si tu as un truc à dire à ton audience, tu peux le faire sur Facebook. C'est un moyen très simple et très rapide de toucher les gens. Mais encore une fois, Facebook, on est vraiment sur du format
formats courts, sur l'instantanéité. C'est pour ça que Facebook est très très bon pour le live notamment et que je capitalise beaucoup là-dessus. Autant YouTube, c'est plus l'émission, l'habitude, le rendez-vous que tu vas créer avec les gens et où ils vont revenir chaque jour pour te voir. Donc je pense que c'est deux canaux différents et c'est important d'utiliser les deux en respectant à chaque fois la singularité de la plateforme. Salut Antoine, moi sur ma chaîne je fais des vidéos typées éducatives culturelles dans lesquelles je parle d'un sujet pendant quelques minutes, sujet qui me plaît. Et niveau rêve, je souhaite créer mon entreprise. Et donc ma question est en rapport avec la création d'entreprise. Pour toi, c'est où le meilleur endroit pour commencer, pour débuter en termes de locaux? Donc je sais qu'on peut commencer dans une pépinière d'entreprise, donc un endroit où il y a plusieurs locales qu'on peut louer pour 500 €. Généralement c'est 500 €. Donc ça je sais que c'est pas mal, donc je voulais savoir si toi tu t'y connaissais un petit peu plus. Je suis preneur. Donc voilà, c'était ma question. Merci de m'avoir sélectionné si jamais je passe. Et n'oubliez pas de rester libre. Salut Alec, merci cette fois-ci de ne pas avoir supprimé ta vidéo de YouTube. C'est quand même beaucoup mieux. Je suis pas très qualifié pour répondre à cette question. Moi, quand j'ai démarré mon entreprise, j'ai bossé dans un espace de coworking. C'est-à-dire un espace qui rassemblait plusieurs entrepreneurs qui bossaient chacun sur le web, mais en indépendant. Donc c'est très spécial parce que j'ai lancé ma boîte en indépendant, en tant qu'auto-entrepreneur, tout seul. Et donc ça n'a rien à voir avec si tu veux lancer une start-up avec une équipe. Et là, ça peut être très intéressant de trouver, comme tu dis, une pépinière ou un endroit où tu as le matériel. Ça dépend aussi de ce dont tu as besoin. Si par exemple tu veux créer un produit, c'est bien d'avoir un endroit où tu as le matériel adéquat. Il y a pas mal d'initiatives qui existent, qui sont pas chères, justement pour aider les jeunes entrepreneurs. Il y a Xavier Niel, je crois, qui a lancé je sais pas si c'est déjà sorti ou pas, mais ou qui a un projet de lancer qui a transformé la Halle Fraissinet en immense justement pépinière d'entreprise où il y aura tout le matériel, tout ce dont tu as besoin pour lancer ton truc. Donc je pense qu'il faut que tu te renseignes. Renseigne-toi aussi avec les initiatives qui sont faites dans ta ville. Il y a plein de trucs. Moi, j'étais dans une école de commerce qui était liée à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, qui permettait aussi d'avoir accès à ce genre de locaux. Souvent, tu as des plans pas trop chers, comme tu dis. Apparemment, 500 € par mois, c'est vraiment pas cher quand tu as un bureau pour une équipe. Donc c'est à toi de chercher, mais je suis pas le mieux qualifié pour répondre à cette question. Salut Antoine, mon nom est Alex Lachant, je suis un YouTuber et vlogueur québécois. Alors ma question pour toi, c'est comment as-tu réussi à développer une aussi grande et bonne audience, une audience qualifiée comme tu le dis? Est-ce qu'il y a un seul chemin pour s'y rendre ou y a-t-il plusieurs solutions? Alors merci de ta réponse et reste libre. Je pense que le meilleur moyen de développer une audience qualifiée, comme tu dis, c'est d'apporter de la valeur aux gens dans un domaine précis. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire apporter de la valeur aux gens constamment dans un domaine très précis. Et c'est exactement l'inverse de ce que font tous les jeunes, enfin la plupart des jeunes youtubeurs qui veulent se lancer, qui veulent être connus, qui ont comme principal exemple les youtubeurs qui sont hyper connus, genre les Norman, les Cyprien, etc. Et donc ils font la même chose. Et donc il faut en fait, le concept c'est de faire du contenu très très large, généralement dans des thématiques comme l'humour, le divertissement, qui sont très très larges, mais qui apportent peu de valeur. Et donc ça peut te permettre d'avoir une très grosse audience en très peu de temps, mais on voit que cette audience elle n'est pas forcément qualifiée. On voit que cette audience aussi elle t'aime pas, elle apprécie pas vraiment, elle n'est pas vraiment attachée à ton discours, elle te regarde pour se divertir et donc elle va pas forcément acheter tes produits ou bien elle peut même se retourner contre toi. On l'a vu dans pas mal d'exemples récents. Et c'est dommage, et moi c'est pas le type d'audience que je veux avoir, c'est pour ça que j'ai toujours dit je privilégie la qualité à la quantité, même si je pense qu'on peut avoir les deux, même si mon objectif à plus long terme c'est d'avoir 100 000 abonnés, j'en cache pas, mais 100 000 abonnés qualifiés, et pour moi ce serait énorme. Enfin déjà aujourd'hui d'avoir 10 000 abonnés qualifiés, alors même si tous les abonnés sont pas actifs, mais même d'avoir cette audience extrêmement qualifiée, pour moi c'est énorme, et ça me permet de nouer une relation qui est beaucoup plus forte que peut avoir n'importe quel youtubeur avec ses millions de fans, qui finalement a sa légitimité uniquement par le nombre d'abonnés, mais pas par la qualité de la relation qu'il noue avec eux. Donc le conseil très simple que je peux te donner, c'est apporte un maximum de valeur aux gens, donne un maximum de conseils, sois vraiment généreux sans rien demander en retour, et en même temps, cible-toi dans une thématique la plus précise possible. C'est comme ça qu'on crée une relation de qualité avec des gens de qualité. Salut Antoine, c'est la première fois de ma vie que je me filme en vidéo, et c'est pour te poser une question. Pour quelles raisons tu privilégies les lives sur Facebook aux autres lives qui existent déjà depuis très longtemps sur Twitter, Google+, etc. Pour quelles raisons est ta préférence sur le live de la page Facebook? Ta réponse m'intéresse. Excellente journée et je te dis à plus. Merci d'exister et tu m'inspires. Allez, ciao. Alors déjà, de rien d'exister, Kevin, ça fait plaisir. Alors d'abord, juste pour remettre les choses un peu dans leur contexte, les lives sur Twitter, c'est Periscope. Periscope qui a été racheté par Twitter, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux lancer un Periscope et être publié en live sur Twitter. Les lives sur Google+, ça n'existe plus, hein, qu'on soit bien d'accord, ça sert strictement à rien aujourd'hui de communiquer sur Google+. C'est Hangout, en fait, c'est des lives sur YouTube, donc tu peux aujourd'hui publier un live sur YouTube.
Et en gros, c'est voilà, les 3 principales plateformes de live, c'est Periscope, YouTube ou Facebook Live. Les lives sur YouTube, ça existe depuis longtemps. Mais encore une fois, je pense qu'il faut respecter sa plateforme et que les 3 plateformes sont très différentes. Les lives sur Periscope, c'est très bien pour capter une audience, c'est-à-dire pour te faire découvrir par les gens. Il y a un système de map où tu es présent sur une map, sur une carte, où les gens peuvent te trouver et donc regarder ton live en direct. J'ai des amis qui l'ont fait, même dans le domaine du web marketing, ça a très bien fonctionné. Il y en a qui ont eu des milliers de personnes qui ont regardé en même temps. Mais il faut bien comprendre que c'est pas une audience très qualifiée. Vraiment, vraiment pas. On a parlé tout à l'heure d'audience qualifiée, c'est-à-dire des gens qui sont déjà intéressés par ton sujet. Et donc ça sert pas à grand chose finalement de faire un live pour les gens qui te connaissent pas, qui ont rien à voir avec toi, qui seront jamais tes clients, qui vont débarquer sur le live, qui vont pas comprendre ce que tu fais, qui vont foutre un peu la merde dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse pas de faire ce genre de live, vraiment pas. J'ai essayé Periscope, hein, mais voilà, j'accroche pas, c'est pas mon truc. Et en plus, c'est lié à Twitter, je suis pas fan non plus de Twitter. L'engagement sur Twitter est très très faible, les gens passent peu de temps finalement sur Twitter, c'est vraiment un réseau social de petites phrases envoyées comme ça et c'est pas un réseau social que j'aime beaucoup. À côté, tu as YouTube. YouTube, moi j'utilise pour faire mon émission quotidienne, donc pour faire mes vidéos quotidiennes. Pour moi, une vidéo quotidienne, c'est ce qu'il y a de mieux sur YouTube, mais c'est aussi ce qu'il y a le maximum que tu peux publier sur YouTube. C'est-à-dire que plus d'une vidéo par jour, ça fait trop et les gens vont pas tous les regarder, pour la plupart. Et donc sur YouTube, j'ai déjà ma vidéo quotidienne, donc j'ai pas envie en plus de faire un live. Et en plus, c'est pareil, tu vois, faut vraiment prévenir les gens à l'avance parce que les gens vont pas forcément aller sur YouTube pile au moment de ton live. Et enfin, il y a les lives sur Facebook que voilà, moi j'aime beaucoup ce format. Déjà parce qu'il sert à la fois à acquérir de nouvelles personnes, il y a de nouvelles personnes qui découvrent mon live à chaque fois que je fais un nouveau live et en même temps à fidéliser les gens qui te suivent déjà. Et le taux d'engagement est très très élevé. Déjà parce que les gens passent beaucoup de temps sur Facebook, parce que les gens, souvent on l'a dit, ils n'ont pas des longues sessions sur Facebook, mais ils traînent un peu sur Facebook et donc le live c'est un bon moyen de les hameçonner. C'est très violent de dire ça, mais c'est le cas en fait, de les hameçonner, leur dire t'es en train de traîner sur Facebook, je suis en train de faire un live, ça va t'intéresser, viens. Et là c'est la seule façon de capter l'attention des gens longtemps sur Facebook. Il n'y a aucun autre moyen. Il y a très peu de gens qui regardent des vidéos de 5-10 minutes sur Facebook. C'est très difficile de catcher l'attention des gens pendant une longue période. La seule façon de le faire, d'après tout ce que j'ai testé, c'est le live et les gens peuvent rester 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, voire 30 minutes devant ton live en restant sur Facebook, ce qui est assez exceptionnel. En plus, c'est une fonctionnalité que Facebook met beaucoup en avant en ce moment. Il y a une fonction de notification. Moi, les gens que je suis particulièrement sur Facebook, je reçois une notification quand ils commencent leur live. Toi aussi, tu peux recevoir une notification quand je commence mon live. Et donc, c'est le moyen le plus simple de ramener beaucoup de gens en peu de temps sur ton live. Il y a le système de commentaires. C'est des gens que tu connais. C'est beaucoup plus convivial en fait parce que tu discutes directement avec les gens que tu connais dans ton live. Moi, je reviens. Voilà, il y a toujours Cowork qui est premier sur le live. Tu vois, on crée presque une sorte d'intimité qui est plutôt sympa, je trouve. Et je pense que le live, c'est ce qui convient très bien à une plateforme comme Facebook. On a parlé de respecter les plateformes. YouTube, c'est une très bonne plateforme pour faire ton émission quotidienne, pour créer ce rendez-vous avec les gens. Twitter, c'est une bonne plateforme pour être vraiment dans l'instantanéité, mais du genre, voilà, je commente l'actualité ou je réagis sur quelque chose ou j'essaie de contacter quelqu'un via Twitter. Et Facebook, c'est juste milieu, c'est-à-dire que on publie du contenu, on essaie d'apporter de la valeur aux gens, on a cette interaction avec les gens via les commentaires et c'est court, mais en même temps tu peux prendre le temps de catcher un peu l'attention des gens. Enfin voilà, moi je trouve que Facebook c'est la plateforme idéale pour faire le live. Ensuite ça dépend aussi du contenu que tu veux faire. Si tu veux faire des lives très longs, peut-être d'1 heure, des webinaires, des trucs comme ça peut être vraiment intéressant de les faire sur YouTube, mais il va falloir prévenir les gens à l'avance, alors que sur Facebook tu peux le faire un peu quand tu veux, n'importe où, sans prévenir les gens à l'avance et c'est ça que j'aime sur Facebook. Donc pour conclure là-dessus, je pense que les plateformes, on ne peut pas tellement les mettre en concurrence parce qu'elles sont très différentes. Et si toutes ces plateformes aujourd'hui ont du succès, en même temps, et c'est la preuve en fait qu'elles se font pas vraiment concurrence. Et s'il y a une plateforme qui essaie de faire concurrence, ça va pas marcher. Tu prends Google+, ils ont essayé directement de faire concurrence à Facebook, ils ont rien proposé de plus en fait. Donc ça a échoué parce que les gens voyaient pas pourquoi ils iraient sur Google+ alors qu'ils étaient déjà sur Facebook. Mais une plateforme, tu vois, comme Snapchat qui a rien à voir avec ce qui existe déjà, elle a ses chances, elle peut marcher parce que justement elle est pas en concurrence frontale avec les autres. Donc je pense que toi en tant que créateur de contenu, c'est important de comprendre ces plateformes, de connaître ces plateformes et de regarder mes vidéos parce que j'en parle pas mal justement des différences entre ces plateformes et de respecter ces plateformes et de créer du contenu spécifique et unique pour chacune de ces plateformes. Voilà, je répondrai pas à plus de questions aujourd'hui parce que c'est déjà trop long comme d'habitude. Si tu as une question, n'hésite pas à me l'envoyer comme ça en vidéo, tu te filmes avec ton portable, tu me l'envoies à l'adresse question@antoinebm.com, question au singulier @antoinebm.com. J'y répondrai peut-être, je peux pas répondre à toutes les questions, je suis désolé si j'ai pas répondu à ta question, n'hésite pas à m'en renvoyer une autre tout simplement, peut-être juste que je l'ai raté. Moi je vais rester un petit moment à Paris, pas trop longtemps, j'ai quelques trucs à faire, quelques trucs à acheter aussi, je vais te montrer tout ça très vite. Et puis ensuite je repartirai.
je sais déjà où, je te dis pas tout de suite. À demain et surtout, reste libre. Il prend l'exemple d'un bar aux États-Unis qui s'appelle Please Don't Tell et en fait au fond du bar il y a une cabine téléphonique et si tu rentres dans cette cabine téléphonique il y a une sorte de déclencheur qui permet d'ouvrir un passage secret qui te donne accès à une autre partie du bar totalement planquée. Et donc ce bar est devenu super connu grâce à ce passage secret justement parce que il y avait cet aspect secret, cet aspect privé qui va provoquer cette social currency.